Ya. Muy buenas noches, bienvenidos a la presentación. Comentarles que oficialmente, Felipe, si le puedes ir comentando, porque yo creo que ustedes no van a utilizar durante la presentación, pero si le puedes comentar lo que estoy ahora diciendo. Muchas gracias. Oficialmente es el primer evento de un autor de Salamandra, de este sello legendario, de este sello maravilloso. Es el primer evento ya de Salamandra como parte de la familia Penguin Random House. Un sello tan legendario, un sello tan especial, decidió que su legado iba a ser muy bien protegido y muy bien cuidado por un grupo editorial como el nuestro, que es Penguin Random House, y es muy emocionante que este sea el primer evento ya de Salamandra en esta familia pingüina, y eso nos pone muy contentos. Es un gran banderazo que Philippe Claudel lo sea, y les agradecemos a todos que estén aquí para la presentación de este libro, El archipiélago del perro. Y le agradecemos a Felipe Restrepo, periodista, editor, escritor colombiano, mexicano, que se sume a esta conversación. Muchísimas gracias. Te dejo la palabra, Felipe. Bueno, muchísimas gracias, Mayra, por la presentación y por la invitación, y a ustedes por estar aquí esta noche. Voy a hacer una pequeña presentación muy breve en español, y luego vamos a hacer nuestra conversación en francés. Hay traducción para quien lo necesite. Hoy tengo el gusto de presentar la nueva novela de Philippe, una novela breve pero muy potente, en la que nos cuenta una historia un poco a manera de fábula sobre lo que ocurre en una isla con muy pocos habitantes, en una isla donde todos se conocen entre todos, y de pronto hay unos eventos que cambian esa cotidianidad y desencadenan una historia que no les voy a adelantar, por supuesto, pero que tiene una cantidad de giros inesperados, y que termina por hablarnos no solo de esa isla y de esa comunidad, sino termina hablándonos sobre la condición humana y sobre por qué ocurren las cosas que ocurren en nuestro mundo. La novela, como les decía, es breve, pero se lee con mucha intensidad. Es una novela muy intensa, con un lenguaje muy cuidado y con un ritmo sobre el que hablaremos. Entonces, pues, bienvenue, Philippe, merci d'être ici. Placer. Alors, je voulais commencer par une phrase à laquelle j'ai beaucoup pensé, qui est très célèbre, bien sûr, quand je lisais le roman, et c'est une phrase d'une œuvre de théâtre de Jean-Paul Sartre qui s'appelle Louis Clos, et qui est très connue, qui dit « L'enfer, ce sont les autres ». Et j'ai pensé tout le temps à cette phrase pendant que je lisais, parce que je pense que ça s'explique très bien ce qui passe dans ce roman. Ce qui passe, c'est un espace clos où il y a très peu de gens, et ces gens vivent un enfer à cause des autres. Oui, la phrase de Sartre, effectivement, elle est très connue, mais moi je n'ai jamais été d'accord avec cette phrase. L'enfer, c'est les autres. Moi je préfère toujours dire l'enfer, c'est nous. Parce que les autres, c'est nous. On est toujours l'autre de quelqu'un. Et donc il faut forcément s'inclure dans cette notion de l'autre. Et c'est vrai que si l'enfer existe, il est purement humain, parce que nous avons un talent extraordinaire pour le fabriquer. Et c'est ça qui m'a toujours étonné, notre capacité à nous nuire et à nous détruire. Nous sommes beaucoup plus doués pour le mal que pour le bien. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, parce que ça demande beaucoup plus d'énergie de faire le mal que de faire le bien. Ça demande beaucoup plus d'énergie d'être méchant que d'être gentil. Enfin, c'est assez naïf ce que je dis, mais je crois que c'est assez vrai. Donc nous ne cessons en fait de transformer le monde qu'est le nôtre en un enfer permanent. Et alors, on peut s'en désespérer. Puis en même temps, quand on essaye d'écrire des livres, c'est bien sûr une matière qui est inépuisable. Et en l'occurrence, oui, dans ce livre-là, l'enfer, c'est les autres, c'est nous-mêmes, c'est tous ces personnages qui sont placés dans un ustensile de cuisine qu'en France on appelle une cocotte minute, hein, c'est-à-dire
une sorte d'appareil de fer comme ça, dont on visse le couvercle et qu'on met sur un feu, ce qui va générer une espèce de vapeur qui pourrait faire exploser la machine s'il n'y avait pas une petite soupape. Donc ce qui m'intéressait, c'était de prendre une situation contemporaine, en l'occurrence les déplacements de population et les drames liés au phénomène migratoire, et puis d'observer comment une petite île, une communauté qui se croit encore à l'écart du monde, qui est persuadée qu'elle va pouvoir vivre longtemps comme elle l'a toujours vécu, va se trouver percutée et confrontée par cette réalité moderne. Donc évidemment, c'est une fable, c'est une parabole. C'était une façon de réfléchir pour moi à l'attitude de nos vieux pays. Quand je dis vieux pays, c'est disons la France, l'Europe, par rapport à cette crise migratoire. Vieux pays dans le sens où, vous savez, les pays, c'est un petit peu comme des hommes et des femmes. Quand on avance dans la vie, on a des traits de caractère qui commencent à s'exacerber, notamment la peur, et la peur de l'autre, ou la peur de ce qui peut changer, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Eh bien, les vieilles civilisations, c'est ça aussi. Elles ont peur d'être soudain transformées, changées, contaminées, détruites, parce qu'il y a des mouvements de population et de culture et de langue qui commencent à les côtoyer, à se fondre en elles. Donc ça m'intéressait de prendre cette métaphore d'un monde clos. Une île, c'est clos par définition. Il y a une mer ou un océan autour. C'était une façon aussi de prolonger ou de réfléchir à nouveau sur la proposition de Voltaire, si vous vous souvenez, à la fin d'un de ses plus célèbres contes philosophiques, le Candide, Candide ou l'optimiste, où il fait voyager son héros dans le monde entier. Il le confronte à des catastrophes politiques, naturelles, des tremblements de terre, des tortures, des séquestrations arbitraires, etc. Et puis à la fin, la leçon, c'est de dire, bon, pour vivre heureux, il faut cultiver son jardin, quoi. Il faut être dans un lieu clos avec des gens de bonne compagnie, et puis comme ça, au moins, la vie peut être agréable. Mais ce qui était vrai dans le XVIIIe siècle ne peut plus l'être aujourd'hui. Le monde ne peut plus être clos, sauf à vivre dans un monastère. Enfin, c'est autre chose. Et même pas. Non. C'est vrai que c'est un roman très, très voltairien, je ne l'avais pas pensé à ça. Et il y a quelque chose de très intéressant sur les personnages. Ils n'ont pas de nom propre. Ce sont des personnages qui ont des noms un peu universels. Peut-être c'est une façon de dire que c'est justement un comportement universel des personnages archétypiques. Oui, alors il y a plusieurs choses. C'est vrai que moi je me suis rendu compte que de texte en texte, même si je fais des livres qui sont dans des catégories un peu différentes, mais il y a un certain type de livres, Les âmes grises, Le rapport de Brodeck, L'enquête ou celui-là, qui appartiennent un peu au même genre, c'est-à-dire une réflexion sur nos sociétés, comme elles vont ou plutôt comme elles ne vont pas. Et dans ce cas-là, je me suis aperçu que de plus en plus, j'essayais de construire des fables, des espèces de contes contemporains, en ne me préoccupant pas de rendre mes personnages réalistes. Ce qui m'intéressait, c'est de leur donner des fonctions et de voir comment ces fonctions s'affrontent au sein d'une situation qui est conflictuelle. Donc là, dans le livre, pour moi, c'était même pas la peine de leur donner une existence, de faire croire aux lecteurs qu'ils existaient. Il suffisait de les appeler en leur donnant une fonction, le maire, le médecin, l'instituteur, le curé, etc. Mais d'un autre côté, c'est une façon aussi de réfléchir à ce que peut être un roman aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut plus faire croire au lecteur que ce qu'on lui dit est vrai ou qu'il y a une sorte de processus d'identification ou d'illusion, comme ça a été le cas pendant longtemps dans le pacte de lecture qu'on avait avec le lecteur. Donc moi j'essaye à chaque fois que j'écris un roman de raconter une histoire, de mettre en jeu des questions, mais aussi d'interroger la forme romanesque. Comment on peut encore construire et écrire un roman aujourd'hui? Parce que la plupart des romans qu'on lit, je parle de la France, c'est ce que je connais le mieux quand même, sont toujours sur le même type du roman balzacien,
qui a quand même été mis en place dans les années 1830-1840. C'est comme si aujourd'hui, finalement, on essayait de rentrer, pour sortir dans la rue, dans des vêtements de 1830 ou 1840. On ne le fait pas. Et pourtant, on utilise toujours cette vieille forme pour raconter des histoires. Et il me semble que le monde a changé quand même. Enfin, c'est même pas une... c'est même une certitude. Donc, je crois que chaque époque doit aussi inventer ses formes littéraires pour se raconter. Donc, je ne dis pas que j'ai la solution, mais en tout cas, j'essaye de réfléchir par livre interposé à ça. Et dans ce cas particulier, comment ça se voit, cette nouvelle structure ou cette nouvelle façon de raconter, comment tu as essayé ça? C'est un genre hybride, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre le roman, la fable, le conte, le mythe, essayer de recréer une sorte de mythe moderne, ne pas travailler sur une illusion réaliste des personnages, et se nourrir aussi des grands textes fondateurs, c'est-à-dire qu'on est dans un présent, mais qui est toujours articulé avec un passé, et c'est pour ça que le socle du livre, c'est quand même des grands textes comme l'Iliade ou l'Odyssée, c'est l'enfer de Dante, ou c'est la tempête de Shakespeare, mais aussi des références qui sont plus contemporaines et plus comiques, comme le cinéma, la grande comédie italienne des années 60. Parce qu'il y a quand même des scènes drôles, il y a des scènes où les personnages sont traités de façon grotesque. Et moi, c'est un cinéma qui m'a toujours intéressé, parce qu'il arrivait à mélanger des genres, justement, à mélanger le tragique, la farce, le burlesque, le comique, et la critique sociale. Souvent, les comédies italiennes des années 60, les grandes comédies, sont avant tout des critiques sociales. C'est vrai. Et, en fait, quand on commence à lire, on peut avoir l'idée que c'est une histoire qui peut être dans les années 60, dans les années 40, mais il y a des éléments qui nous... Par exemple, l'idée de la migration, l'idée des satellites, qui nous montrent que c'est maintenant, que c'est une histoire contemporaine. Oui, mais c'est tout le problème de nos vies. C'est-à-dire que moi, je suis né en 62, j'ai 57 ans, je vis en 2019, et pour autant, je ne me sens pas toujours de 2019. Je vais utiliser un téléphone portable, un smartphone, comme beaucoup d'entre nous, et en même temps, je vois que sur certaines façon de penser, d'agir, d'être dans la vie, je suis plutôt quelqu'un peut-être des années 80-90, et qu'il y a des choses qui vont trop vite pour moi et que je n'arrive pas à intégrer. Donc c'était un petit peu le propos dans ce livre-là, c'est-à-dire que effectivement tu as raison de dire, on a l'impression que ça peut se passer dans les années 50, 60, puis en même temps il y a des éléments satellites, téléphone, radio. Non, on est aujourd'hui. Mais parce que tous dans nos vies, je ne parle pas quand on a 20 ans, mais quand on a avancé dans la vie, on a des télescopages comme ça, entre ce que nous sommes profondément, comment nous nous sommes construits, et puis des éléments de modernité que certains, on arrive à faire entrer dans notre quotidien, et dans notre mécanisme de vie, dans notre mode de pensée, et d'autres pas du tout. Et ces habitants de l'île, ils sont justement écartelés aussi par rapport à ça, par rapport à une espèce de tradition, par rapport à une vie qui n'a pas changé depuis des siècles ou des millénaires, la pêche, la vigne, etc. Et puis une modernité par les phénomènes migratoires, mais aussi par des instruments technologiques qui soudain les espionnent sans qu'ils le sachent, quoi. Oui, et ils ont une peur énorme de transformer leur vie. Enfin, dès lors qu'on est un peu satisfait de notre sort, on est terrorisé à l'idée que ça puisse changer. Ça c'est aussi très humain. Hein. On voudrait souvent que rien ne change, et c'est toi qui publies dans un périodique qui s'appelle Gattopardo, si tu me permets de citer de mémoire comme ça la fameuse phrase dans le film Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Ouais. Non, oui, sans doute. Et c'est pour ça que je pense que c'est un roman qui est si pertinent. Et c'est pas, je pense que tu l'as beaucoup pensé. Un roman dans un monde où en ce moment tout le monde parle de murs, de migration, de la peur à l'autre, de la peur des étrangers. Et ça se voit en Europe, mais ça se voit aussi en Amérique latine avec les migrations internes. Et c'est un roman qui nous parle de la migration. Alors, moi, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, et il y a une quinzaine d'années, je publiais La petite fille de Monsieur Link, qui était déjà l'histoire de quelqu'un, on ne disait pas migrant à l'époque, on disait plutôt réfugié. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de s'interroger sur les mots.
Donc M. Lin, c'était un homme qui était obligé de quitter son pays, un pays d'Asie du Sud-Est, ravagé par la guerre, pour partir très loin et continuer sa vie. Et dans ce roman, ce que j'avais voulu montrer, entre autres, c'était la difficulté, justement, une fois qu'on a tout perdu, sa famille, sa terre, même sa langue, de continuer à vivre, à se reconstruire ou à construire. Et je pense que ça, pour qui n'a pas vécu cette expérience, c'est très difficile à comprendre. Mais si on se met 2 minutes dans la situation qui est celle des personnes qui sont obligées de fuir un pays, ça devient effectivement saisissant. Moi, quand je suis face à des jeunes publics, et par rapport à cette thématique, je leur dis, mais arrêtez de croire les femmes et les hommes politiques volontiers populistes qui disent, oui, mais voilà, ils viennent chez nous, ils pourraient... Non, quand quelqu'un qui quitte son pays, il ne le fait jamais dans la joie. Il est obligé de le faire, la plupart du temps. Il est obligé de le faire pour des raisons économiques, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de quoi manger. Il les fait parce que s'il reste, il va mourir, pour une raison politique, religieuse, pour un conflit. Donc c'est ça partir. Et je dis à ces jeunes gens, je dis, imaginez, vous rentrez de l'école, et puis soudain votre père, votre mère dit, dépêche-toi, prends quelques affaires dans un sac, on part. Et c'est ça la migration, c'est-à-dire que c'est pas ah bah tiens, dans 2 ans je vais migrer, on va regarder sur Google les avions, les bateaux, etc. Et puis on a le temps de déménager la maison, de prendre non, ça on le laisse, ça on le prend. Attends. Donc je trouve que quand on a la chance de vivre dans des pays qui sont des pays d'appel, c'est-à-dire vers lesquels les gens veulent aller, on est tellement habitué au confort dans lequel nous vivons que nous n'arrivons plus à nous mettre à la place de celles et ceux qui souffrent. Et le problème aussi, c'est que, c'est pour ça que j'en ai fait une thématique soit principale, soit secondaire dans beaucoup de livres depuis 15 ans, le problème aussi, c'est que nous avons souvent dans nos classes politiques, quels que soient les pays, des folles et des fous qui jouent avec ces peurs. Et qui jouent avec ces peurs de façon purement électoraliste, pour accaparer des voix, et c'est tellement facile de faire peur à des hommes et à des femmes. Parce que, évidemment, on est tous sujets à la peur, et c'est un instrument, on le sait, qui a formidablement fonctionné dans l'histoire pour amener des peuples vers la folie et vers l'abîme. Donc, moi j'ai une très haute idée de la politique. Je trouve que c'est très très noble la politique. Mais la politique, ça ne consiste pas à jouer sur les émotions de ses concitoyens. Ça consiste au contraire à leur procurer des conditions de vie et de pensée dignes, de façon à faire d'elles et d'eux des êtres intelligents et coopérants dans une société. Mais si vous agitez les peurs, évidemment, vous allez avoir un troupeau de moutons qui va être capable de n'importe quoi. Et la politique maintenant est devenue un jeu de peur, de slogans et de défaites. Oui, et puis même on a franchi formidablement plusieurs marches, parce qu'avec quelqu'un d'emblématique comme Donald Trump, on voit que non seulement il y a tout ce qu'on vient de dire, mais en plus, il y a l'apparition de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant les vérités alternatives ou les fake news. C'est-à-dire que finalement, la vérité n'est plus très importante, puisque vous avez quelqu'un comme lui et d'autres qui proposent d'autres choses en les appelant d'un nom curieux quand même, parce que vérité alternative, c'est une ineptie. Enfin, une vérité, elle ne peut pas être alternative. Enfin, soit elle est vraie, soit elle est fausse, mais enfin, c'est forcément binaire. Mais ça plante dans le cerveau humain cette possibilité de dire que tout ce qu'on nous raconte, c'est peut-être pas la vérité. Donc, ces vérités alternatives, ces fake news, ces théories du complot, ce genre de choses, fait que, au final, ce qui se crée, c'est une figure que j'ai appelée dans une conférence que j'ai donnée dans plusieurs pays il y a quelques mois, l'homme inquiet, en référence à ce que Camus avait, vous savez, ce titre célèbre dans ses livres, l'homme révolté. Je trouve qu'on est passé du statut de l'homme révolté à l'homme inquiet. Et un homme inquiet, évidemment, ça devient un animal craintif avec lequel on peut tout faire. Et en fait, c'est un autre des sujets qui est présent dans ce roman. Tu ne parles pas des réseaux sociaux, mais tu parles de pouvoir, des rumeurs, de mensonges, et comment
ça agit très bien dans la communauté, Oui. même si tout le monde se connaît avec tout le monde. Ça, c'est vieux comme le monde aussi, hein. De toute façon, les rumeurs, les dénonciations, les calomnies. Simplement, aujourd'hui, on le voit, les réseaux sociaux et, on va dire, Internet au sens très très large, les technologies numériques et les nouvelles technologies de communication, qui par ailleurs sont absolument formidables. Mais c'est le principe du couteau. Un couteau, ça peut servir à couper le pain pour donner la moitié du pain à qui a faim, ça peut aussi servir à tuer quelqu'un. Donc l'instrument, il n'est pas à remettre en cause. L'instrument, il est magique. C'est l'usage qu'on en fait. Et par rapport à la calomnie, à l'insulte, la diffamation, on voit bien que ces nouveaux moyens de communication sont des chambres d'écho extraordinaires. C'est-à-dire que tout le monde peut dire tout sur n'importe qui, souvent sous couvert d'anonymat d'ailleurs, hein, ou de pseudonyme, et on arrive facilement à salir, à traîner dans la boue, et avec en plus quand même une permanence quand même dans la fausse information, parce qu'avant de pouvoir retirer une fausse information, une calomnie de la sphère Internet, même si on parle du droit à l'oubli, il est extrêmement difficile à mettre en œuvre. Hein. Presque impossible. Oui, c'est compliqué. Ouais. J'étais toujours fasciné par l'idée des îles. Je trouve que c'est un sujet fascinant de vivre dans une île. C'est en fait très littéraire. Il y a plusieurs romans, plusieurs œuvres qui parlent des îles. Et il y a aussi un personnage qui est vraiment un personnage formidable. C'est le personnage du commissaire qui parle des îles et il dit des choses très intéressantes sur les îles. Est-ce que tu as beaucoup lu, tu as beaucoup fait une recherche sur les îles pour ça? Oh, j'ai juste cherché en moi parce que je suis très angoissé par les îles, moi. Les îles me font peur. Je me sens très mal à l'aise sur les îles. J'ai vraiment l'impression d'être sur une terre, enfin une sorte de prison à ciel ouvert. Alors que l'île soit tout petite ou plus grande, j'ai quand même le même sentiment. Je suis vraiment un être purement continental, c'est-à-dire que j'habite en France, j'habite dans l'est de la France, j'habite où je suis né, et j'ai toujours adoré cette possibilité que, à pied, ou en voiture ou en vélo, de là où j'habite, avec du temps, de l'énergie, je peux aller jusqu'en Chine. Ça prendra pas mal de temps, mais c'est possible, vous voyez ce que je veux dire, sans que j'ai à traverser une mer ou un océan. Donc ça construit, je pense, mon imaginaire. Et à l'inverse, quand je me retrouve sur une île, j'ai un sentiment un petit peu d'oppression. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une formidable cocotte minute quand on veut mettre en place un suspense comme ça, quelque chose d'étouffant. Et en plus, si sous la cocotte minute vous rajoutez un volcan, comme c'est le cas dans le livre, bien entendu, ça peut exploser à un moment. Ouais, c'est parfait pour un roman comme type Agatha Christie où il y a seulement le monde qui est là, il ne peut pas voir un autre étranger, et c'est surtout ces personnages qui sont là. C'est fantastique. Mais c'est vrai que l'image de l'île dans la littérature, elle est quand même elle est très exploitée. Hein, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce personnage, parce que je trouvais que c'était un personnage qui aimait voir le monde brûler, qui était là pour faire le commissaire. Le commissaire, c'est un vrai personnage de roman, c'est-à-dire que au final, on ne sait même pas s'il a vraiment existé, puisqu'il disparaît, il semble se dissoudre, et c'était aussi un jeu sur la construction qu'un romancier peut se permettre. Les personnages, on le sait bien, c'est des êtres qui n'existent pas, mais on fait croire quand même au lecteur qu'ils existent, comme je le disais tout à l'heure. Simplement, là, j'ai pris le parti à un moment quand je n'en avais plus besoin, de l'enlever. Donc il prend un bateau, et puis en fait, quand le bateau accoste, il n'est même plus dans le bateau, et on ne sait pas du tout ce qui lui est arrivé. Et c'est quelqu'un qui va dire des choses qu'on ne dit jamais. C'est quelqu'un qui quand il est face aux mers, a des propos vraiment extrêmement durs, mais parce qu'il ne ment pas. Donc c'est quelqu'un, s'il rencontrait un homme laid, lui dirait « Oh là là, qu'est-ce que vous êtes laid !» Ça doit être dur d'être laid comme ça, non? Bon, ça, c'est des choses qui se disent jamais dans la vie. Hein, on n'ose pas. On va pas dire ça à quelqu'un. Donc lui, il ose tout. Il est au-delà du bien et du mal. Et c'est terrible, quelqu'un qui dit tout. Et il dit évidemment des choses qui ne sont pas très agréables. Oui. Mais il le dit sans avoir vraiment une intention, seulement pour dire les choses. Le roman travaille beaucoup aussi sur la figure du chien.
et sur l'étymologie du chien et toutes les acceptations. Donc l'archipel du chien, comme le titre l'indique, parce que les îles ont une forme de chien avec la gueule ouverte, mais c'était aussi une référence à l'archipel des Canaries. L'archipel des Canaries, sur le territoire espagnol, l'étymologie du mot Canaries, ça vient de chien. Et l'archipel des Canaries, c'est le lieu où sont arrivés les premiers migrants au début des années 2000, en provenance du Maroc et du Sénégal, qui essayaient dans des petits bateaux, des petites barques, d'entrer dans l'Union européenne par les Canaries. Ça, on a un peu oublié ça en Europe. C'est aussi le chien, c'est l'inscription latine que les riches romains mettaient en mosaïque, souvent au seuil de leur villa, Cawe Canem, attention au chien. Ce qui voulait dire, n'entre pas ici, autrement, mon chien, il va te dévorer. Donc c'est un petit peu ce que nous faisons dans nos vieux pays, hein, n'entrez pas chez nous. Et puis la philosophie, le cynisme, hein, les cyniques, en fait, l'étymologie renvoie au chien. Et le commissaire est un cynique au sens de cette, non pas contemporain, mais au sens de l'étymologie que se donnaient ces philosophes, c'est-à-dire finalement le philosophe cynique, c'était quelqu'un qui allait provoquer, qui allait dire des choses désagréables pour voir un peu comment l'homme ou la société réagit. Donc lui, c'est ça. Hein, c'est une sorte de particule chimique. Un agitateur. Oui, oui. Il y a aussi une phrase que je t'ai vu citer dans plusieurs entretiens, que tu attribues à Jean Renoir, oui. Qui parle un peu sur ce qui arrive dans cette île, et c'est tout le monde a ses propres raisons. Oui, c'est dans un des plus beaux films de Jean Renoir, un des chefs-d'œuvre du cinéma mondial, hein, La règle du jeu. Et à un moment, dans La règle du jeu, il y a un personnage qui est joué d'ailleurs par Renoir lui-même, qui dit à un autre, tu sais ce qu'il y a de plus terrible dans ce monde, c'est que chacun a ses raisons. Et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup frappé, je ne suis pas le seul d'ailleurs, mais c'est vrai que quand on réfléchit, on se donne tous une raison d'agir comme on agit. On a toujours une excuse de faire ce qu'on fait, comment on le fait. Et comme je prends un exemple extrême parfois, je le disais encore tout à l'heure à une journaliste, même les nazis pensaient qu'ils avaient raison. Ils pensaient que ce qu'ils faisaient était ce qu'il fallait faire, la plupart, quand ils le faisaient. Donc, avec le recul historique, avec les découvertes qui ont été celles des charniers de la Shoah, etc., on se dit, mais c'est pas possible que des hommes aient fait ça. Mais en même temps, quand ils le faisaient, eux, ils étaient persuadés qu'ils avaient raison de le faire. Ce qui paraît dément. Donc, là, c'est un exemple extrême, mais même sur des exemples moins tragiques, chacun se persuade qu'il a raison. Donc, dans le livre, c'est l'illustration de cette phrase. C'est-à-dire que le maire, lui, il est persuadé d'agir comme il le faut, le médecin aussi, le curé également, l'instituteur aussi. Et c'est malheureusement ces raisons différentes qui ne peuvent pas cohabiter et qui forcément créent des conflits. Et en fait, ce qu'ils font, c'est pour se protéger, pour protéger sa communauté. Donc c'est pas si facile de juger ces personnages. Non, mais j'en reviens à la figure de la femme ou de l'homme politique. Moi, avec toutes les critiques que je peux faire contre elle et contre eux, j'ai en même temps beaucoup d'admiration parce que c'est un rôle extrêmement difficile et ingrat. Comment être à la tête d'une communauté, comment essayer de satisfaire le plus grand nombre, comment prendre des décisions présentes, mais qui vont engager aussi un avenir à moyen et à long terme. Et je pense qu'on est très très seul dans ce cas-là, quand on est dans l'exercice du pouvoir. C'est à la fois un exercice qui isole, mais qui isole aussi par le fait que des décisions ne peuvent pas être prises à plusieurs, même dans des systèmes démocratiques, et qu'il faut qu'à un moment, celle ou celui qui est à la tête d'un pouvoir doit choisir. Et c'est terrible de choisir. C'est plus facile de ne pas choisir. Donc le maire, lui, il a le souci du bien commun, simplement ça va heurter la morale de certains autres, et notamment l'instituteur, qui lui est un homme qui est dans le pur domaine des idées. Mais les idéalistes, comme nous le dit le maire à un moment, ça fait soit des saints, soit des fous. L'idéaliste, c'est celui aussi qui va sortir de la tranchée, qui va courir vers l'ennemi, qui va se faire tuer en 2 minutes. Enfin, c'est celui qui va défendre des idées qui ne sont pas du tout compatibles avec le monde des hommes. Donc on a là un conflit qui est pareil, qui est ancestral, c'est entre
entre le devoir et l'idéal. Et là, une des grandes références pour moi, c'est une pièce qui m'a beaucoup marqué, c'est la tragédie d'Antigone. Hein. Antigone qui veut à tout prix enterrer son frère, mais son oncle, qui est à la tête de la cité, Créon, l'interdit, puisqu'en fait le frère s'est rebellé. Donc il veut laisser pourrir le cadavre devant les murs de la cité pour donner un exemple, pour dire non, vous voyez, celui qui va contre l'ordre, eh bien, il meurt. Et elle est animée par son idéal d'amour, de fraternité, de sororité, et par son devoir. Et tous les deux ont raison. Sauf que, forcément, il y en a un des deux qui doit mourir, puisque ces deux raisons-là ne peuvent pas se conjuguer. Et pour moi aussi, c'est une idée, ou plutôt une question qui traverse tout le roman et qui est présente dans la tragédie grecque, Antigone par exemple. Et c'est jusqu'où on peut aller pour défendre ce qu'on est, ses idées, et pour préserver le monde qu'on croit est juste. Mais ça c'est la vraie question et j'ai pas de réponse. Parce que mais en tout cas, déjà se poser la question, c'est bien. Enfin, je crois, il faut se la poser. Mais vous voyez, le personnage il y a des lecteurs, des lectrices qui me disent l'instituteur formidable, le pauvre il est sacrifié. Je dis attendez, non, il n'est pas si formidable que ça. Parce que sous prétexte de trouver une vérité, de trouver la vérité, qui ne changera rien d'ailleurs, hein, comme lui disent les autres, sous prétexte de trouver la vérité, il va sacrifier sa vie, sa femme, ses enfants. Il va tout sacrifier pour la recherche de quelque chose qui peut paraître utile, mais qui peut paraître en même temps complètement inutile. Donc je me méfie des figures de saints comme ça. Enfin, il en faut, mais en même temps, combien de morts sur leur passage parfois. Oui, sans doute. Tu parlais tout à l'heure de l'idée qu'on ne sait pas où se déroule l'histoire, mais ça pourrait très bien être l'Europe méditerranéenne, l'Europe contemporaine. Est-ce que Oui, non, mais là, ça a été un problème comment dirais-je, de localisation du texte. Quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai placé toute l'histoire en Patagonie. Une Patagonie un peu irréelle, un peu imaginaire, mais j'avais envie de ces paysages du sud du continent sud-américain, avec cet océan qui rentre dans les terres, ces canaux, ces lieux extrêmement isolés les uns des autres. C'est pas des îles, mais c'est presque des terres déchiquetées comme ça, dans laquelle l'océan entre, le climat aussi terrible, et puis ces petites communautés de bergers, souvent, hein, avec des moutons. Donc j'avais commencé à écrire une centaine de pages, et ça se passait là-bas. C'était exactement la même histoire. Hein. Il y avait 3 corps qui s'échouaient un jour, et puis 3 corps noirs en plus, alors que les côtes africaines sont très très loin, hein, donc ça rajoutait un côté fantastique. Puis à un moment, le texte s'est arrêté, et je me suis dit non, c'est trop... Moi qui aime le fantastique, là pour le coup, c'est trop irréel, quoi. Je vais perdre peut-être en puissance, en intensité dans l'histoire. J'ai arrêté, du temps a passé, j'ai repris tout, et je me suis dit, il faut que je localise l'histoire dans une terre existante. Donc j'ai choisi, non pas l'île de Lampedusa, dont on parlait un peu trop, mais une autre île qui est Pantelleria, qui est une petite île aussi dans la Méditerranée, tout au sud. Et j'ai réécrit avec une communauté de pêcheurs, en citant Pantelleria, en citant l'Italie, le gouvernement de Rome, enfin des noms d'hommes politiques, etc. Et au bout d'un moment, je me suis arrêté aussi, parce que là, c'était l'inverse. C'était trop réel, trop réaliste. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un historien, et ça regardait un peu du côté du travail du journaliste ou de l'historien. Donc je me suis arrêté, j'ai laissé encore le temps, puis je me suis dit, mais non, il faut que je fasse selon ma nature, c'est-à-dire aller plutôt vers une histoire détachée d'un réel trop immédiat, vers un conte, une fable, comme on l'a dit. Et là, quand j'ai pris cette décision, ça m'a paru plus intéressant. Est-ce que tu penses, après avoir écrit vraiment, que nous habitons une époque particulièrement égoïste de l'histoire? Je ne sais pas s'il y a eu vraiment des époques généreuses. Hein.
encore une fois, on en revient à cette nature humaine qui est très complexe et qui nous pousse, si on est un peu paresseux dans le contrôle de soi, plus vers des sentiments et des attitudes négatives que positives. Donc l'égoïsme, c'est quelque chose qui est inhérent à l'homme. Simplement, c'est vrai qu'il y a des époques qui vont le favoriser. Et dans nos sociétés, je parle surtout donc de ce que je connais le mieux, occidentale, européenne, on a été dans une attitude depuis, disons, une trentaine d'années d'acceptation d'un message pourtant simple et simpliste et complètement faux, qui faisait dépendre notre bonheur personnel de notre faculté à posséder, à avoir, et à être heureux soi-même. D'ailleurs, ça continue toujours, puisqu'il y a un grand succès on en parlait un petit peu avant, de tous ces livres de développement personnel. Et rien que le terme qu'on utilise en français, développement personnel, ça dit tout de ce qu'on dit. C'est complètement égoïste. C'est-à-dire qu'on se fout de développer les autres. C'est nous-mêmes qu'on veut développer. Alors que je pense pas qu'on puisse être heureux seul. Je pense au contraire que le bonheur individuel, il peut naître d'une forme de, sinon de bonheur collectif, du moins de bien-être collectif. C'est parce qu'on peut être bien ensemble qu'on peut être bien soi-même. Et c'est pas le contraire. Je pense pas que c'est parce qu'on est déjà bien soi-même qu'on peut faire en sorte d'être bien ensemble. Je crois pas trop. Donc bon, on est dans une époque qui a poussé l'individu encore plus vers lui-même et en lui-même, au détriment d'une construction collective. Mais ça, on le voit dans nos sociétés, c'est criant. Hein. Et là, il semblerait qu'il y a un petit changement, il y a un frémissement, mais sous l'influence de dangers. C'est des dangers d'ordre climatique, économique, qui nous font revoir un peu nos habitudes et nous font peut-être dire, oui, mais attends, peut-être que là, on s'est complètement planté. Il vaut peut-être mieux essayer quelque chose à la fois pour préserver notre environnement, pour reconstruire des liens entre nous, pour considérer davantage l'autre. Cela dit, le vrai problème, un des vrais problèmes qui rendent tous les autres problèmes encore plus aigus et difficiles aujourd'hui, c'est que en 1970, on était de mémoire à peu près 3,8 milliards sur Terre. Donc vous voyez, c'était il y a 50 ans bientôt, hein, un demi-siècle. Aujourd'hui, on est le double. Donc là, il y a un vrai problème démographique. C'est-à-dire que et c'est un problème qui dans la conférence à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, l'homme inquiet, je donnais des exemples de cette progression qui est hallucinante quand même, parce que il faut quand même se souvenir que les estimations, les hypothèses, mais qui se basent quand même sur des faits, enfin des relevés assez sérieux, on considère que l'humanité en son entier, à l'apparition de l'agriculture, c'est-à-dire à 8000 ans avant Jésus-Christ, l'humanité, sur la totalité du globe terrestre, c'était à peu près 5 millions de personnes. À l'an 0, naissance du Jésus-Christ, 200 millions. D'accord ? Le premier milliard, il est atteint en 1800, au début de la révolution industrielle, quoi. On est à 2 milliards en 1930. Et puis, comme je vous disais, 3 milliards 670, 7 milliards, 7 milliards 5 aujourd'hui, bientôt 8, enfin bon. Donc c'est une progression stupéfiante. Et là aussi, ça pose d'autres problèmes. Imaginez quelle était la réaction de quelqu'un quand il faisait des trajets à pied ou à cheval, il y a quelques centaines d'années, quand il rencontrait quelqu'un d'autre. La rencontre avait un autre sens. Hein. Elle pouvait être facteur de danger aussi, mais enfin de curiosité, d'enrichissement, etc. Nous ne cessons non pas de rencontrer, mais de croiser des êtres humains. Ça devient affolant même. Hein. Regardez nos villes. C'est-à-dire que dans une journée, on croise combien d'individus, hommes, femmes ? Des milliers, des dizaines de milliers. Enfin, je ne sais pas si... Dans cette foire, par exemple. Et ça, je suis persuadé que ça provoque chez l'être humain des réactions, non pas chimiques, mais ontologiques, qui fait que nous ne sommes évidemment plus les mêmes en 2019 que nous étions en 1800. Cette espèce de surfréquentation de l'autre,
on a commencé sur l'autre, comme ça, cette surfréquentation de l'autre crée forcément des effets qui modifient notre perception de nous-mêmes et des autres. Parce que je pense qu'il y a quand même cette conscience d'être trop nombreux. Et que ce trop amène à quelque chose de... On m'amène un billet de 10 000 pesos. C'était pour moi. Il nous reste 5 minutes même. Voilà. Mais bon, avant Je de passer aux questions du public, il y a une image très forte dans le roman sur cette odeur qui vient, qui commence à remplir l'espace, à remplir les vies. Et c'est une odeur qui n'est pas explicable d'une certaine façon. Oui, parce qu'en fait, bon, voilà, il y a 3 corps se sont échoués, 3 corps de migrants noirs morts se sont échoués sur cette île. Il y a une décision qui est prise par celles et ceux qui les ont découverts de cacher ces corps, de les faire disparaître. Mais sauf qu'après, chacun vit plus ou moins difficilement avec cette décision. Et à un moment dans le livre, il y a une puanteur qui apparaît dans les maisons, dans les rues, dans les chambres. Et cette puanteur, on ne sait pas d'où elle vient. Il y a un volcan, il y a la mer, mais en même temps, ce n'est pas une odeur terrestre, ce n'est pas une odeur marine, ce n'est pas une odeur animale. Et puis surtout, certains la ressentent et d'autres pas. Donc c'était, je ne sais plus comment ça m'est venu, mais c'était une façon de trouver une image pour dire que parfois certains se sentent coupables et d'autres non. Certains vivent très bien avec des actes dont on pourrait avoir honte et d'autres n'arrivent pas à s'en remettre. Je me souviens je parlais du nazisme tout à l'heure, il y a un documentaire qui avait été fait il y a quelques années sur des témoignages d'anciens SS, d'anciens nazis, que le documentariste avait retrouvé quand c'était devenu des hommes et des femmes de plus de 80 ans. Ils étaient à la fin de leur existence et c'était des longs entretiens. Certains regrettaient ce qu'ils avaient fait, sincères ou pas, on ne sait pas, mais d'autres ne regrettaient pas du tout. Donc il y avait aussi cette espèce de répartition inégale du remords, du repentir, du sentiment de culpabilité par rapport à des actions terribles. Donc voilà, cette odeur, cette puanteur, c'était la matérialisation olfactive de la culpabilité. Tenemos unos minutos para las preguntas, si alguien en el público quiere decir algo, preguntar algo. No todos al tiempo, por favor. J'ai pensé à un film pendant que je lisais. Je voulais te demander si tu l'as vu. Il s'appelle La Chasse. C'est avec Mads Mikkelsen. C'est un film suédois sur un homme qui devient le culpable. Où on accuse quelqu'un d'un crime horrible dans une petite ville. Il est instituteur. Oui, bien sûr. Oui. Mais ça m'a toujours intéressé. Il y a eu un certain nombre de films. Alors, après le rapport de Brodeck, qui était quand même déjà aussi l'histoire d'un homme étranger dans une communauté, qu'on rendait coupable de certaines choses, en tout cas qu'on essayait d'ostraciser, il y a eu au même moment des films comme ça qui exploraient un peu la même thématique ou les mêmes faits étranges. On peut penser au Ruban blanc d'Anneke, on peut penser à La Chasse, mais on peut penser bien avant aussi, dans les années 70, un film remarquable qui s'appelle Scène de chasse en Bavière. Qui est un très grand film sur l'ostracisation de quelqu'un qui est dissemblable. Et ça se passe dans un petit village de Bavière, on est seulement 15 ans après la guerre, donc cette guerre et cette barbarie n'est jamais dite, exprimée, mais on sent qu'elle est souterraine et sous-jacente, et à un moment on va s'acharner contre quelqu'un qui est différent, qui est différent dans la communauté, jusqu'à le tuer ou en tout cas le faire arrêter. Donc oui, c'est toujours intéressant de voir comment des communautés, quand elles vont mal, désignent le bouc émissaire. C'est le thème du bouc émissaire. Sí. Ahí hay una pregunta y luego hay. Buenas noches. Ese desapego de la novela de narrar más allá de Balzac, ¿es algo parecido a lo de Boris Vian? ¿Tiene algo que ver con la...
faudrait que Oui, monsieur... je me demande si c'est un peu l'intérêt de franchir l'idée du roman patricien ou du roman classique, une espèce d'idée de Boris Vian de détruire, de changer le roman. Non mais, vous citez Boris Vian, on pourrait citer plein... Enfin, je pense que ce qui est formidable quand on écrit, c'est que on se sert d'un outil. Et moi, j'ai toujours l'impression que je suis un artisan, que je prends des scies, des tournevis, des rabots, etc. Mais donc, on a un outil qui s'appelle le roman, on s'en sert, et en même temps qu'on s'en sert pour raconter une histoire, on réfléchit à cet outil. Comment je pourrais l'améliorer? Comment je pourrais le changer? Comment je pourrais l'adapter? Donc, il ne s'agit pas de tout faire voler en éclats, mais c'est vrai que, comme on le disait, le monde quand même change plus vite que nous-mêmes, et on utilise parfois des formes qui sont un peu anciennes, un peu figées. Ma grande question, ma grande angoisse aujourd'hui, c'est mais comment je pourrais raconter tout ce que je sens, tout ce que je ne comprends pas surtout. C'est ça qui m'intéresse, c'est tout ce que je ne comprends pas. Écrire sur ce que je comprends, ça ne m'intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Mais si j'écris, c'est parce que je ne comprends pas. Et plus ça passe, moins je comprends. Je comprends même de moins en moins. Et je ne comprends plus rien. Et ça fait des années que je rêve de faire un roman sur la bêtise, quoi. Enfin, parce qu'on est dans un siècle quand même de grandes bêtises. Hein. Bon, j'arrive pas à trouver comment parler de ça, mais je crois que dans une rencontre il y a quelque temps, on me demandait mais c'est quoi à votre avis le grand danger, le grand danger qui menace, c'est le réchauffement climatique, c'est si. Je dis non, c'est la connerie. C'est la connerie humaine. Enfin, c'est ça, la bombe atomique, elle est là. Hein. Creo que se parecen un poco las preguntas. Yo he leído La nieta del señor Lin y Almas grises, y entonces me llama la atención, me encanta este nuevo libro, no lo he leído, me encanta que el tema vuelva a ser la migración, como en La nieta del señor Lin, pero me llamó mucho la atención lo del nuevo pacto con el lector, porque luego de leer un libro como La nieta del señor Lin, en donde uno encuentra que todas las pistas estaban y que realmente el escritor cuidó esa verosimilitud, ¿verdad? Nos sorprende el final, pero al mismo tiempo no nos sentimos engañados. Entonces, no sé muy bien, estoy segura que creeré de principio a fin en esta fábula, en la existencia de esos personajes, y me haré muy seguramente muchas preguntas, pero entonces no entiendo mucho como la idea de ese nuevo pacto, porque encontré en estas otras novelas como mucho esa tranquilidad del lector de volver a una... Está muy largo. Sí. Perdón, bueno, ahí es no hay una pregunta, es como esa sensación de no entender muy bien lo del nuevo pacto. Oui. Mais moi j'ai l'impression, mais là je parle en tant que lecteur, parce que je suis avant tout un lecteur. J'ai l'impression que les livres qui me marquent le plus, qui m'intéressent le plus, mais qui me marquent le plus, ce sont les livres qui m'ont dérangé, qui m'ont perturbé. Des livres inconfortables, voyez. Alors on peut lire des romans qui nous font du bien, qui nous font nous évader, qui nous amènent dans un imaginaire qui n'est pas le nôtre. Mais moi par exemple, je cite souvent Dostoïevski. J'ai beaucoup lu Dostoïevski, je n'ai jamais lu Dostoïevski avec du plaisir. Ça a toujours été des lectures difficiles. Ça a souvent été des lectures même ennuyeuses. Ça a été des lectures qui me donnaient du mal. Mais Crime et Châtiment, que j'ai lu la première fois quand j'avais 17 ans, je m'en souviens toujours. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a marqué avec le temps, c'est resté... Enfin, et il y a des auteurs comme ça, il y a des auteurs qui nous mettent face à des... Alors soit frontalement, soit de façon indirecte, c'est plus insidieux, ça travaille en nous, mais il nous tourne un peu la tête, vous voyez. Parce que souvent, effectivement, encore une fois, on a plutôt envie de voir des jolies choses, de voir quelque chose qui nous plaît, de nous dire qu'on est des gens formidables, qu'on est beau, on est jeune, on est intelligent. Et puis soudain, vous avez un auteur qui dit non, mais attends, regarde un peu de côté là. Tu as vu ça?
ça aussi c'est toi là. Tu ne veux pas regarder, mais moi je te force à regarder. Et c'est ça les livres qui sont, je pense, importants. Il y a un livre que j'ai publié il y a 2 ans, je savais très bien que ça allait perturber, déranger beaucoup de mes lecteurs et sans doute ne pas être compris. C'est un livre qui n'est pas traduit encore en espagnol pour l'instant, qui en français s'appelle Inhumaine. J'ai reçu des quantités de lettres où les lecteurs me disaient « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? On vous a perdu là !» Mais pour moi, ce livre-là qui montrait que nous étions en train de devenir inhumains, et c'est un roman qui se construit par chapitres courts, comme des nouvelles autonomes, qui sont ce sont des farces, enfin c'est très noir, c'est comme des contes burlesques, mais ça montrait un petit peu ce que nous étions en train de devenir, enfin, mon sentiment sur ça. Mais je savais que ça allait vraiment gêner, mais je l'ai fait quand même parce que ça me semblait important de le faire. Bueno, pues desafortunadamente el tiempo se ha acabado. Les quiero pedir por favor un gran aplauso para Philippe. Merci. Muchas gracias.